Vous connaissez peut-être des espaces colorimétriques comme le sRGB, Adobe RGB et peut-être même Profoto RGB. Mais savez-vous que dans Darktable, on recommande d'utiliser comme profil de couleur de travail un espace de couleur qui s'appelle le Rec 2020 linéaire. Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer ce que c'est qu'un espace colorimétrique et ce que ça veut dire, surtout ce mot linéaire, et ce qui va me permettre de faire que les autres espaces de couleur ne permettent pas. Et ceci, pour ne rien cacher, c'est le calcul correct des couleurs. Et Darktable est à ma connaissance le seul logiciel de traitement photo à ce jour qui permet d'utiliser cet espace de travail. On y va. Commençons par regarder un petit peu ce qu'on appelle le spectre lumineux. Donc, ce sont des ondes électromagnétiques qui vont de 380 nanomètres ici sur le graphique à 700 nanomètres. Et dans cet intervalle, on a toutes les ondes électromagnétiques qu'on voit. C'est ce qu'on appelle le spectre visible. Donc entre le bleu, le vert, le jaune, l'orange, voilà, et le rouge. Alors en 1931, la CIE, qui est la Commission internationale de l'éclairage, a décidé, ça a duré des années, mais en fait la décision finale a été prise en 1931 de publier un espace de travail, c'est-à-dire un modèle mathématique des couleurs. Alors, comment est-ce qu'ici sont pris? Alors, rapidement, ce sont des expériences en fait faites avec des personnes qui regardaient un objet éclairé avec une couleur d'une certaine longueur d'onde et donc là on a une couleur et par une petite astuce voilà, de l'expérience, on mis un objet identique qui était éclairé par 3 lumières, une rouge, une verte et une bleue. Alors la rouge faisait 700 nanomètres, la verte faisait 546 nanomètres ici, et la bleue faisait 435 nanomètres. Il me semble avoir lu qu'en fait, pourquoi le choix de ces longueurs d'onde? C'est parce que tout simplement on savait les faire. Voilà, on savait assez simplement faire quelque chose, une lumière monochromatique d'exactement 700 nanomètres de longueur d'onde. Celle-ci est éclairée par une lumière voilà, du spectre. Et l'opérateur ici, la personne qui fait l'expérience, a 3 contrôles qui permettent d'augmenter ou de diminuer juste la luminosité de ces 3 lumières-là. Et le but, c'était de faire en sorte que perceptuellement, la couleur qui était ici à gauche soit exactement la même que la couleur à droite. Et pour chacune des couleurs, chacune des personnes, on notait en fait les nombres qui correspondaient. Donc quel pourcentage de rouge, quel pourcentage de vert et quel pourcentage de bleu. Et avec ça, ils ont fait un graphique. Alors le graphique, le voilà. Le graphique ici qui correspond pour chaque longueur d'onde de quel mélange de la primaire rouge, primaire verte et primaire bleue il fallait. Donc si je prends par exemple à 600 nanomètres, on n'a pas de bleu, donc 0 en bleu. On a ici à peu près 0,08, je fais rapidement de vert, et combien de rouge il faut? 0, mettons 0,35. Ça veut dire que à 600 nanomètres, on fait correspondre une triplette de nombres. Donc si on fait, alors il faut choisir un ordre. L'ordre qui a été choisi, c'était rouge d'abord, vert ensuite et bleu après. On fait correspondre en fait 3 nombres. Donc voilà, c'était les premières définitions, le premier modèle mathématique de couleur. Alors ce modèle, donc c'était uniquement des expériences perceptuelles, fait avec de nombreuses personnes, de nombreuses expériences. Et voilà, et ça c'est la courbe ce sont les courbes qui en sont sorties. Petit problème ici, on va essayer d'expliquer pourquoi on peut avoir des nombres négatifs dans le rouge. Alors ça, c'est parce que certaines couleurs, donc autour de 500, un petit peu en dessous voilà, de la primaire verte, dans cette zone-là, on n'arrivait pas à les faire avec du rouge, du vert et du bleu.
on n'y arrivait pas. Donc qu'est-ce qui a été choisi comme astuce pour le permettre? C'est-à-dire qu'en fait on a rajouté un spot rouge sur l'objet. Donc on l'a éclairé en rouge, donc on a changé sa couleur. En changeant sa couleur, on arrive du coup à trouver des coefficients rouge, vert, bleu qui permettent d'avoir la même couleur. Là, j'ai pas mis le rouge au bon endroit d'ailleurs. On éclaircit, c'est celui-là qu'on éclaire en rouge, pardon. On éclaire celui-là en rouge et donc du coup on arrivait à faire correspondre les couleurs. Et puis ce qui a été fait en fait, c'est que on a juste dit mathématiquement qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'on a ajouté du rouge à l'objet pour avoir ça, et on va prendre le coefficient de rouge et on va soustraire la quantité de rouge qui a été mise. Et là on a des nombres négatifs. Bon, mais ça c'était très embêtant, surtout pour certains calculs mathématiques, avoir des nombres négatifs c'est pas très pratique. Donc on a entrepris des petits changements. Bon, donc pour l'instant, on a donc un espace en 3 dimensions, rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu, pour l'instant, peu importe lequel, rouge, vert, bleu. Et on a tout plein de couleurs qui sont là-dedans. Chaque point de cet espace-là correspondant à une couleur avec une longueur d'onde donnée. Sauf qu'il y a des nombres négatifs. Donc ce qu'ils ont entrepris de faire, c'est de changer les axes de place. Alors changer les axes de place, en fait, c'est pas un problème en mathématiques. C'est un modèle mathématique, c'est pas un problème. Juste petit rappel de maths. Voilà, si on a par exemple un système de coordonnées, je fais en 2 dimensions, juste deux axes x, y. J'ai un point par exemple de coordonnées 4, 2. Ici, j'ai un point A de coordonnées 4, 2. Dans ce repère là, je peux tout à fait imaginer que si je change les axes, et je prends un axe des y qui est là maintenant, et un axe des x qui serait, peu importe, comme ça, et je peux tout à fait recompter ici. Alors, c'est rigolo, ça n'a pas beaucoup changé, parce que là je suis encore à 4, et là maintenant je suis à 1. Donc 1, 2, 3, 4 en x, et 1 en y. Donc le même point, en fait, on le repère avec d'autres nombres. Ici, 4, 1. Mais ça pourrait être, voilà, ces axes, on les met n'importe comment. Le fait est que l'ensemble des points ne change pas, c'est juste les nombres correspondants, c'est les coordonnées qui changent. Donc ça, c'est ce qui a été fait pour rendre tous les nombres positifs, et l'espace a été réorienté. Donc, pendant qu'on y est, on essaie de faire des choses intelligentes, et ça a été réorienté pour que, je le copie, pour que, voilà, je descends, en fait on a obtenu ce graphe là, voilà, un petit peu complet, on va l'expliquer. On a obtenu ce graphique là, donc avec tous les points ici du spectre lumineux qui forment comme une espèce de fer à cheval. Tous les nombres sont positifs, et là on voit que deux axes, petit x, petit y, en fait le troisième axe, si je ne me trompe pas, il passe par là et il sort à angle droit de votre écran vers vous, et en fait l'espace a été réorienté pour que sur cet axe là il n'y ait que des informations de luminosité et pas du tout de chromaticité, c'est-à-dire en fait de la qualité de la couleur. Donc on a un diagramme de chromaticité, ça s'appelle 1931 CIE. Voilà, ça c'est le travail, le premier travail. Je voudrais apporter quelques précisions avant de continuer. D'abord, sachez que ma formation initiale est en mathématiques. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas ingénieur. Voilà, je suis juste un photographe amateur qui a découvert le Darktable, qui a découvert aussi ce nouveau flux de travail relatif à la scène avec cet espace colorimétrique linéaire avec 20-20. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'en savoir plus. Parce qu'il me semble quand même important. En tout cas, pour moi, c'est avéré.
que si je dois me motiver et si je dois apprendre un nouveau flux de travail, changer de paradigme euh, entre voilà, ce que j'étais habitué de faire avec Lightroom par exemple, et intégrer des tas de nouveautés en très peu de temps, euh, il faut que je trouve la motivation pour le faire. Et trouver la motivation pour moi, c'est comprendre en quoi ce nouveau flux de travail, il est mieux. Je lis dans toutes les publications sur Internet que c'est mieux, c'est plus moderne, on a des choses plus proches de la science physique. Tout ça, je le crois volontiers. Euh, j'ai quand même fait cet effort de lecture pour essayer de comprendre. Et c'est un résumé que je vous livre dans cette vidéo et dans la précédente sur le module filmique, sachant, et je le sais, hein, que ma compréhension est partielle. Il y a forcément des erreurs, des omissions. Mais voilà, je pense que malgré tout, lorsqu'on veut apprendre quelque chose, il faut commencer quelque part. Il faut avoir un modèle cohérent dans sa tête, même si ça n'est pas enfin, si ça ne correspond pas exactement à la réalité. Et à partir de là, ben, on peut continuer à apprendre et continuer à progresser. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Je suis aussi conscient hein, que dans ces espaces de couleurs, je ne fais pas la différence volontairement entre l'espace X, Y, Z et un autre qui s'appelle X, Y, grand Y, euh, qui sont, si j'ai bien compris, quand même très similaires. Je ne parle pas non plus du point blanc. Enfin, je sais hein, qu'il y a plein de choses que j'omets. J'essaie en fait d'aller vers la fin de la vidéo qui est de vous montrer ce que j'ai trouvé expérimentalement. Euh, alors bien sûr, hein, je n'ai pas tout découvert tout seul, euh, mais ce que je peux vous montrer en tout cas expérimentalement sur les couleurs et les mélanges de couleurs lorsqu'on utilise un espace linéaire règle 20 contre les espaces classiques sRGB. Donc voilà, parenthèse terminée, et on continue. Revenons-en un petit peu à nos ordinateurs, nos photos numériques. On a besoin par ordinateur de définir une couleur, de faire des mélanges de couleurs. Donc, on va définir à l'intérieur de ce spectre, de cet ensemble de couleurs visibles, on définit ce qu'on appelle des espaces de couleurs. C'est-à-dire qu'on va se restreindre un petit peu. Enfin, je copie, je colle. On va se restreindre là-dedans. Alors, on va faire des choix. Alors, on va se limiter un petit peu. Alors, on se limite. Pourquoi? D'abord par simplicité de calcul, et puis deuxième choix. Pourquoi on se limite? Parce que les écrans d'ordinateur ne peuvent pas afficher toutes les couleurs qu'on est capable de voir avec l'œil humain. Commençons par ce qu'on appelle le sRGB. Alors, pour définir un espace de couleur informatique, on va choisir à l'intérieur donc de ce graphique XYZ, là, celui-là c'est le CIE XYZ. On définit à l'intérieur trois couleurs que j'appelle rouge, vert et bleu. Ces couleurs rouge, vert et bleu, je connais parfaitement leurs coordonnées dans l'espace XYZ. Quand je vais mélanger ces couleurs de manière informatique, donc par addition, je vais ajouter un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu, je vais tomber géométriquement à l'intérieur du triangle. C'est pour ça que c'est des lignes droites. Je tombe à l'intérieur d'un triangle, c'est-à-dire qu'en fait ici on a ce qu'on appelle le gamut du sRGB, qui est l'ensemble de toutes les couleurs qu'on peut reproduire en choisissant ces trois couleurs primaires. Si je change de primaire, je peux changer de gamut. C'est ce qu'il fait avec le Adobe RGB. Dans le Adobe RGB, on garde les deux primaires, rouge et vert, et en fait, rouge et bleu, il n'y a que le vert qui a été déplacé. Le vert est plus loin, et donc maintenant, c'est ça qui est vert. Donc on comprend aisément avec ça que la notion de couleur primaire, en informatique, elle est tout à fait relative. Ici, on n'est pas en peinture avec les couleurs primaires de la peinture. Le vert, maintenant, c'est ça. Et le vert, ça pourrait être n'importe quoi. Je choisis juste trois couleurs primaires pour définir un triangle. Et dans ce triangle-là, je peux faire des mélanges de ces couleurs et recréer toutes les couleurs à l'intérieur du triangle. Donc ça, c'est l'Adobe RGB. Pour l'affichage, pour le HDR, l'espace de travail qui est utilisé de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le règle 20-20 linéaire. C'est celui qu'on utilise dans Darktable.
celui qu'on utilise, ce qui est recommandé, donc à 3 couleurs primaires qui sont encore plus éloignées, rouge, bleu, vert, donc on a un gamut de couleurs beaucoup plus grand. On peut faire beaucoup plus grand, hein, si vous regardez le Profoto RGB. Le Profoto RGB a même des couleurs primaires qui sont à l'extérieur des couleurs visibles, donc qui sont des couleurs imaginaires, et donc on peut reproduire encore plus de couleurs, avec l'inconvénient de faire attention, c'est-à-dire que si on tombe à l'extérieur de ce fer à cheval, ça correspond à rien comme couleur en réalité. Donc voilà, petite contrainte du Profoto RGB. Et là on pense qu'on a tout compris. Eh bien pas du tout. Enfin pas du tout. C'est pas la fin de l'histoire. On a encore un autre problème à résoudre, c'est que lorsqu'on a une couleur informatique avec du rouge, du vert et du bleu, il reste encore à l'afficher. Et là on va se heurter à un problème d'affichage sur les écrans. Alors c'est pas un problème de couleur, c'est un problème de luminosité. Alors pourquoi? On s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'on affiche sur un écran, la luminosité de la couleur que j'ai choisie dans mon espace X, Y, Z ou à l'intérieur de ça, dans mon espace sRGB ou Adobe ou autre, et bien en fait ça ne correspond pas à ce qu'on voit sur un écran. On s'aperçoit de quoi? Que si je veux, donc si ici j'ai 0, donc 1 dans mon espace de couleur, donc ici je vais mettre espace de couleur, et ça c'est la luminosité. Je mets bien, c'est un graphique de luminosité dans les deux sens. Ici, j'ai la luminosité sur l'écran entre 0 et 100%. On s'aperçoit que si je veux voir une couleur, mettons un gris, neutre, donc à 0,5, 50% de luminosité, ça n'est pas une couleur au départ qui a 50% de luminosité. Si perceptuellement je veux voir 50%, en fait, ici, il faut être à 0,18. Voilà. Alors tout ça, apparemment, ça s'explique. Moi, je vous donne juste ce que je sais. Donc, si j'ai 18% de luminosité en vrai dans mon espace de couleur, moi, je le verrai perceptuellement à 0,5. Si j'ai une couleur qui est noire, donc à 0, je vais la mettre en noir. Une couleur qui est à 100% de luminosité, ça, il n'y a que le blanc. Je vais le voir en blanc sur l'écran. Et en fait, pour chaque luminosité, on peut faire correspondre une réponse perceptuelle qui correspond à ce que je vais voir sur l'écran. Et on voit en fait ici un graphique qui se dessine, qui est en fait une courbe. Voilà, une jolie courbe, à peu près comme ça. Et ça, c'est la source de tous les ennuis lorsqu'on veut faire un travail sur les couleurs qui correspond au monde physique. Parce que le monde physique, il est là-dedans, dans cet espace CIE, X, Y, Z, si vous voulez. Mais dès qu'on touche à la luminosité, on perd le contact avec le monde physique. Et c'est là où intervient le fameux règle 20-20 linéaire. Alors pourquoi il s'appelle linéaire? En fait, ça n'a rien à voir avec les couleurs elles-mêmes. C'est juste un rapport avec la fonction de transfert. Donc ça, c'est modification de luminosité. Ça s'appelle des fonctions de transfert. Voilà. Donc apparemment, certaines personnes l'appellent gamma, mais il faut pas. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas la même chose sans doute. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de transfert. Du coup, quand je suis dans un espace sRGB, ça correspond bien à ce qu'il y a ça correspond à ce qu'on voit sur un écran, donc pas de problème. Adobe RGB, Profoto RGB, tout ce que vous voulez. Ce sont des espaces colorimétriques qui conviennent bien aux écrans. La règle 20-20 linéaire ne correspond pas à ce qui est possible de voir sur un écran, puisque du coup, mes luminosités, même si elles sont correctes physiquement, si je les affiche telles quelles sur un écran, vous avez vu, ça ne correspond pas. Mon gris moyen, ce que je veux voir sur l'écran, en fait, il paraîtrait quand même bien sombre. Donc quand on travaille en règle 20-20, donc règle 20-20 linéaire, et il faut bien préciser parce qu'à chaque espace de couleur, donc le choix des couleurs primaires entre autres,
on lui rajoute une fonction de transfert. Donc en fait, c'est l'ensemble du triangle de couleurs plus la fonction de transfert qui fait ce qu'on appelle communément un espace de couleur. Et bien ça, c'est un espace de couleur uniquement de travail. Je ne peux pas, je ne souhaite pas, ça ne correspond à rien de l'afficher. Donc lorsqu'on travaille en règle 20-20 linéaire, on est obligé de faire une étape de plus vers un écran. C'est-à-dire qu'on va bien détacher l'espace de travail dans lequel je suis, qui va rester lui fidèle aux couleurs, fidèle à la science physique, et de ce que je vois sur un écran qui ne correspond plus. Et on va voir un exemple de ce que ça change dans la pratique tout de suite. Je reprends mon diagramme de chromaticité, donc X, Y, Z, et on va juste faire une expérience très simple. Lorsque je mélange du vert à égale quantité avec du rouge, je m'attends à me retrouver au milieu, c'est-à-dire avec du orange. Là, je suis en sRGB, mais en règle 20-20, je mélange du vert et du rouge, et à mi-chemin, je trouve un orange. Certes, pas le même. Je trouve un orange. Lorsque je mélange du vert et du bleu, je m'attends à trouver du cyan. Lorsque je mélange du rouge et du bleu, je m'attends à trouver du magenta. Qu'on soit dans un espace colorimétrique large comme le règle 20-20 ou dans un espace plus réduit comme le sRGB, on trouve quand même du cyan ici, si je mets le cyan, cyan.c, magenta, alors vous avez vu, hein, ça ne va pas être les mêmes, et au orange. Ben, ça va peut-être vous surprendre, mais quand on est dans un espace qui n'est pas linéaire, eh ben, ça ne marche pas. Nous voici donc dans un logiciel de dessin qui s'appelle Krita, dans lequel j'ai fabriqué deux documents avec des cercles, des couleurs primaires rouge, vert, bleu. J'ai fait un document en sRGB et l'autre document en Rec 20-20. Donc deux espaces de couleurs qui ont des propriétés quand même très différentes. Regardons un petit peu. Donc cet espace de couleur est en Rec 20-20 ici. Donc on l'a. On a ici donc l'espace de couleur CIE X, Y, Z et on a nos trois couleurs primaires qui ont été mises à l'intérieur, donc notre gamut de couleurs et tout ce qui est à l'intérieur de ce triangle. Mais ce qui est important, c'est cette fonction ici qui est une ligne droite. Et c'est ça qu'on entend en fait par espace de couleurs linéaire. En fait, ce n'est pas les couleurs, c'est la courbe de transfert de luminosité qui est une ligne. Pour l'autre, donc j'annule ça, pour l'autre sRGB, on peut regarder un petit peu, voilà, l'espace de couleurs dans lequel elle est. On a toujours cet espace X, Y, Z, nos trois couleurs primaires. Donc cet espace est un peu plus petit en termes de nombre de couleurs, de gamut. Mais surtout, regardez la courbe ici, on a une réponse, une courbe de transfert qui n'est pas une ligne. Alors regardons un petit peu ce qui se passe quand on mélange des couleurs. Je commence, donc je peux déplacer une couleur, voilà, par-dessus une autre. Voilà, pour l'instant, il ne se passe rien, elles passent les unes sous les autres. Ce qui est intéressant quand on veut faire un mélange, quand on veut simuler donc le mélange des couleurs, c'est de mettre les calques en mode additif. Et quand je mets en mode additif, le bleu ajouté au rouge, ça fait du magenta, le bleu rajouté au vert, ça fait du cyan. Et si je mets mon calque vert en mode additif, on va voir ici, vert et rouge, ça fait jaune. Et quand j'ai les trois couleurs, je retrouve le blanc. Donc, pas de problème avec ça. Et qu'on soit en sRGB, ou d'ailleurs, ça ne change rien. Là, je suis déjà en mode additif, je crois, sur cela. Si je déplace, voilà, on ne voit pas la différence. Ça fait exactement la même chose. Bon, pour l'instant, 0, 0, pas au centre, aucune différence entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est lorsque je recopie ces trois cercles-là, là je les ai mis en normal, donc il n'y a pas de mélange des couleurs que je fais, mais que je vais essayer de faire un mélange de couleurs par un flou.
Normalement, je devrais voir un flou entre le rouge et le bleu, qui doit être magenta, entre le rouge et le vert, qui doit être jaune, et entre le vert et le bleu, qui doit être cyan. C'est ça que je devrais voir. Alors, je vais choisir ce calque-là, et je vais ajouter un flou. Alors, j'ai déjà fait un flou de 250 pixels, voilà, ça gagne un petit peu de temps. Hop, et je fais le flou. Et ça, ceux qui utilisent des logiciels comme Photoshop ou Affinity, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Le flou, on peut toujours chercher le jaune. J'en vois un petit peu. Je vois surtout du marron. Ici, là. Je vois un petit peu de mauve, voilà. Mais le cyan, franchement, c'est pas évident. Pas grand-chose. Comparons ça à ce qui se passe quand on mélange les couleurs dans un espace linéaire. Alors, je choisis le calque et je vais faire le même flou. Je fais exactement la même chose et je vous engage à télécharger Krita, qui est un logiciel gratuit, et à essayer la même expérience. Vous allez voir. Et là, quand je mélange, là, je vois un petit peu mieux ce qui se passe. C'est-à-dire que le mélange de couleurs se fait quand même beaucoup plus par rapport à ce qui est attendu. C'est-à-dire que je vois entre le rouge et le vert, je vois du jaune. Entre le bleu et le vert, je vois du cyan. Et entre le bleu et le rouge, je vois du magenta. Je remonte en même temps, voilà. Je reviens à celui-ci. Je peux zoomer un petit peu. Voilà, ça c'est en sRGB. Et là, on est en règle 20-20. Donc, courbe de réponse qui n'est pas une ligne, et une courbe de réponse linéaire. Et ça c'est quand même un argument qui, pour moi, est un argument de poids vers le logiciel Darktable qui utilise un espace de travail règle 20-20, donc qu'on dit linéaire, ce qui va m'assurer que lorsque je vais faire des effets sur la photo, notamment des flous, mais en fait, bon, on ne s'amuse pas à flouter une photo. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais utiliser des masques, donc lorsque je vais vouloir faire des effets sur une partie de la photo, et pas sur toute la photo, mon masque va être forcément un petit peu flouté sur les bords. Et c'est dans ces zones de transition du masque que j'aurai un mélange correct de couleurs, ce que je n'aurai pas ni en sRGB, ni en Adobe RGB, ni en ProPhoto RGB, puisqu'on peut regarder, si on peut regarder ces espaces-là, sRGB, donc on a une courbe de réponse, on la voit là. Adobe RGB, les couleurs primaires changent, l'espace est plus grand, gamut, mais la courbe de transfert, c'est la même. Est-ce que j'ai ProPhoto? Je ne sais plus, on peut en essayer autant qu'on veut. Large RGB. Tant qu'on n'a pas, je trouve pas, je crois qu'on n'a pas ProPhoto RGB là-dedans, mais c'est la même chose en fait. C'est juste en fait les primaires qui changent, mais la courbe de transfert n'est pas linéaire. Si vous voulez un mélange correct, correct au sens de la science physique des couleurs, il faut travailler dans un espace de couleurs pour lequel la réponse est une ligne. Je commence un nouveau document Krita pour vous montrer un petit peu ce qui se passe lorsqu'on rajoute ce qu'on appelle une couche alpha, qui est, si j'ai bien compris, une transparence, en fait un calque qui serait transparent par-dessus, donc une autre image. Je suis ici, là, dans le sélecteur, je vais dans le sélecteur là, d'espace de couleurs, et là, je retrouve mon règle 20-20 linéaire. Je vais choisir un document, voilà, 2048 pixels, en règle 20-20 linéaire, et je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre une brosse, je vais la mettre en rouge, on va faire assez grand, et je vais faire une grosse tache rouge au milieu de l'écran. Ensuite, je prends un nouveau calque que je vais recouvrir de vert pur. Voilà, vert, hop, à fond, une grande brosse, je recouvre. Hop, 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 voilà, c'est tout vert.
Lorsque maintenant je veux, si je réduis l'opacité donc de ce calque vert, je vais donc voir le rouge en dessous. Et normalement, si ça se passe bien, je dois voir, non pas du rouge, mais un mélange de rouge et de vert, surtout si je passe l'opacité à 50%. Et donc je devrais trouver un jaune orangé, normalement, si ça se passe bien. Voilà, un orange. Donc voilà, j'ai un vert autour pâle puisqu'il est mélangé avec le blanc à 50% blanc et du vert mélangé à 50% avec du rouge. Donc voilà, là ça se passe bien, pas de problème. Essayons maintenant de créer un document identique dans un autre espace de couleur. Donc je vais aller ici et je vais prenons tiens Adobe RGB 98. Donc ici avec une fonction de transfert qui n'est pas linéaire. Voilà, je crée le document et je vais faire exactement la même chose. Je prends un rouge primaire, une brosse, voilà, ça va être vite fait, une brosse qui crée un gros point rouge, un nouveau calque que je vais peindre en vert. Je recouvre le vert et je vais mettre mon calque à 50% d'opacité. Ce calque vert à 50% d'opacité. Alors ça met un petit peu de temps à réagir. Je ne suis pas tout à fait à 50. Et voilà. Alors déjà on s'aperçoit que le vert, le mélange de vert et de blanc est nettement plus foncé. Et puis mon mélange de vert et de rouge fait un marron et pas un orange. Alors regardez la différence. Ça c'est en règle linéaire. Et ça, c'est en Adobe RGB, avec les mêmes opérations de fait. Donc voilà, pour moi, ça me convainc quand même de l'intérêt d'utiliser cet espace de travail règle 20-20 linéaire. Et je suis convaincu aussi de la supériorité de ce flux de travail qui utilise cet espace colorimétrique dans mes photos. Puisque ces couches alpha, ces transparences, on les retrouve un petit peu partout. Peut-être même à l'intérieur de modules, y a-t-il des couches alpha dont on n'est pas au courant. Je ne sais pas comment fonctionnent à l'interne les modules de Darktable, mais si certains utilisent des couches alpha, c'est-à-dire appliquent un effet non pas à 100% d'opacité, mais à une opacité inférieure, on va forcément retrouver ces mélanges de couleurs qui vont être plus ou moins jolis, je vais dire ça comme ça, plus ou moins jolis. Donc voilà, ce qui met un terme à cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, juste en bas. Merci et à bientôt.